Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on s'intéresse à l'industrie acéricole dans la Naudière. C'est déjà commencé. Et en deuxième partie, on se questionne sur les conséquences réelles des tarifs douaniers américains pour les entreprises locales. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Vous savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le Canadien, je pense trop au hockey. Le Québec est le plus grand producteur de sirop d'érable au monde. Quelle est la part dans la Naudière? On a une belle industrie ici qui est tout juste commencée. Alors, pour en discuter, on reçoit Guy Brault. Vous êtes président des producteurs, productrices acéricoles de la Naudière. Exact. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Ça me fait plaisir. En faisant un peu de recherche, j'ai compris, c'est une histoire de famille chez vous, là. Ah, c'est de génération en génération. Et ça fait plusieurs, là. Oui. Moi, bien, c'est sûr et certain, au début, j'étais producteur laitier. OK. Et la production acéricole était secondaire. Mais comme producteur, au niveau de l'agriculture, je suis la 7e génération de Brault. Quand même. Rawdon. Dans la Naudière, Oui. à Rawdon, je crois. Vous êtes propriétaire de Sucrerie des Aïeux. Exact. Dites-moi, comment... j'ai dit que c'était déjà commencé. Est-ce que c'est commencé? Je vous dirais qu'il y a quelques producteurs qui ont un petit peu de sirop de fête, mais on est au tout début. OK. Donc, quand on dit sirop de fête, c'est bouilli, puis tout ça déjà? Oui. L'année passée, c'était une belle année. On m'a dit, si c'est déjà commencé, quelles sont les projections pour cette année? Les prédictions, je pense que si on regarde Mère Nature, la température qui nous annonce pour les prochains jours, les prochaines semaines, on devrait s'en tirer pas si pire encore cette année. Ben, aujourd'hui, il a fait hyper chaud, là. Je pense que c'est le premier jeudi où il fait au-dessus de 10 degrés. Est-ce que ça peut nuire des températures comme ça? Quand on a une haute température, pour une journée ou deux, ça n'affecte pas. OK. Et qu'est-ce qui est important? Je pense que c'est la nuit qui est important. C'est important que ça gèle durant la nuit et que ça dégèle durant le jour. OK. Maintenant, j'ai dit tantôt, Québec, plus grand producteur au monde. Oui. Quelle est la part de la Naudière? Est-ce qu'on a une bonne industrie acéricole ici? Je vous dirais qu'on est sous-développé dans notre région. Il y a quand même... Sous-développé? On est sous-développé OK. pour le potentiel qu'il y a. OK. Qu'est-ce qui peut peut-être expliquer ça? Est-ce que c'est une production moins favorisée pour les gens plus au sud? Les producteurs, je pense, qui ont focusé surtout sur les ventes directes. Ils ont focusé surtout sur le développement de cabanes publiques. OK. Vu qu'on est à proximité d'un grand centre, qui est la ville de Montréal, il y a Terrebonne, tout ça, ça nous amène une clientèle où on peut faire beaucoup de ventes directes. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de cabanes autour de Montréal. Exactement. OK. Mais qu'est-ce qui est de la production en vrac pour l'exportation? Je vous dirais qu'on est, sur les 12 régions dans le Québec, on est la deuxième moins productive dans les 12 régions. Il y a moins de producteurs. Il y a moins de producteurs. Je vous dirais qu'il y a moitié-moitié. Il y a des producteurs qui font de la mise en marché pour le plan conjoint. Okay. Et il y a des producteurs qui font de la mise en marché pour des ventes directes, qui n'ont même pas de contingent maintenant. Parce qu'ils font cette vente, c'est uniquement ça qu'ils font, de la vente directe? Ça fait partie de nos règlements, c'est permis. Okay. Puis ces producteurs-là profitent de l'abondance de la population pour être capables de faire de la vente directe. OK. Si c'est sous-développé, est-ce qu'il y a une méthode facilitante pour favoriser ce développement de l'industrie
acéricole? Présentement, il y a de l'engouement pour la relève dans le Québec dans le développement de l'acériculture. OK. Vous savez, hein, les messages ne sont pas tous les mêmes en agriculture. Non. En acériculture, En acériculture, présentement, là, c'est la production qui assure le développement de l'agriculture dans le Québec. OK. Parce qu'il y a des domaines de l'agriculture, ça va moins bien. Là. Ou ce que c'est qu'il y a moins de relèves qui osent prendre de la place, ou dû aux coûts qui sont onéreux du transfert. OK. Les entreprises ont une ampleur quand même grande, et puis la relève voit venir ça, fait qu'il y a peut-être un petit peu moins d'intérêt, mais il y en a quand même, là. Il y a de l'engouement. Oui, oui. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer ce développement-là? Parce que je sais que vous travaillez de près avec le ministère des Ressources naturelles, je pense. Oui. Pourquoi ce rapprochement-là? À quoi il va servir? Présentement, là, je vous dirais, dans les derniers 4 ans, on a tenté pour parler de protéger les potentiels sur les terres publiques. Sur les terres privées, OK. dans la zone verte, Oui. on est déjà à protéger. OK. Il y a des règlements qui nous sont imposés pour cultiver notre potentiel, sauf que sur les terres publiques, présentement, il n'y a aucune règle qui protège nos potentiels. C'est ça qu'on est en train de mettre en place OK. avec le ministère et les forestiers aussi, parce qu'on vient jouer dans la table des forestiers, des producteurs de bois. Parce que en quoi ça consiste? Et comment protégerait-on ces terres-là Bien, d'un potentiel exploitable? présentement, là, moi, je vois ça d'un œil très, très simple, là. Présentement, dans les pratiques culturelles en foresterie, on connaît trois sortes de coupes. Il y a des coupes partielles, des coupes par bande et des coupes à diamètre limite. OK. On ne connaît pas l'acérico-forestier en foresterie présentement sur les terres publiques. C'est tout simplement ça qu'on demande à notre gouvernement, au ministère, que dans les règles culturelles, que l'acérico-forestier, quand ils font face à un potentiel acéricole, qui utilise cette pratique culturelle-là. Et quelle est cette pratique-là, et vous allez me dire le nom, là, acérico-forestier? Oui. Cette pratique-là est fort simple, c'est que on ôte entre 15 et 25 des tiges dans ce secteur-là. OK. Et on protège la biodiversité qui s'y trouve. Ça veut dire qu'on n'impose pas de la monoculture. On ne veut pas juste protéger l'érable. Parce maintenant, avec le paquet de recherche qu'on a sous les yeux, on est conscient que la biodiversité, elle est essentielle pour être capable de conserver notre forêt. Et je pense que chez vous, ça a fait une différence, je pense. Hein? Bien, écoutez, c'est sûr et certain, là, je vous dirais, on recule quasiment de 25 ans par le biais de la CPTAQ. On nous a imposé cette pratique-là. Moi, au début, ça m'a choqué parce que j'étais propriétaire. Puis on vous disait quoi faire. On me disait c'est quoi que je devais faire chez nous. J'avais plus la liberté. Fait qu'on m'imposait un plan d'un ingénieur forestier. Puis il fallait que je suive ça. Il fallait que j'ôte les tiges que l'ingénieur forestier m'avait demandé de ôter. Bien, je vous dirais que ça a été le meilleur coup qu'on n'a pas pu faire. La meilleure route qu'on n'a pas pu suivre parce qu'on a vu fleurir. On a vu grandir, on a vu prendre de l'expansion nos érables, puis même la productivité a augmenté. Avec cette pratique-là. Exactement. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est probablement vers cette pratique-là qu'on veut aller. Oui, réglementer, mais aussi que ça s'applique. On aimerait que le ministère soit capable de mettre ça dans ses règles de l'art, que quand ils font face à un potentiel acéricole, sur les terres publiques, cette méthode-là est appliquée. Qu'on impose l'acérico-forestier comme pratique culturelle.
Je ne peux pas m'en empêcher. En deuxième partie, on parle de certaines conséquences, tarifs douaniers américains. Quelles peuvent être les conséquences sur l'industrie acéricole? Bien, c'est sûr et certain qu'on est inquiet. Je ne vous le cacherai pas comme toutes les autres. Ouais, là. ouais. Sauf qu'on s'est relevé les manches au niveau de la fédération, puis on a regardé qu'est-ce qui devrait être fait pour être capable de soutenir notre production. C'est sûr et certain qu'on va demander de l'aide financière pour soutenir peut-être notre banque de sirop d'érable qui va grandir un petit peu, vu que les ventes risquent de baisser. Et puis, de nous aider aussi à développer les marchés à l'extérieur de ce pays-là. Je pense qu'il y a du potentiel. Vous semblez très optimiste. Bien, écoutez, moi, je vais vous dire là, qu'est-ce qui m'a allumé pour me lancer dans la transformation. J'avais lu au début des années 90 dans la presse que nos voisins étaient prêts à acheter toute notre production. Puis je me disais, c'est pas vrai comme Québécois qu'on va laisser aller notre production comme ça, sans être capable de faire connaître ce qu'on est capable de faire. Les produits qu'on est capable de faire avec les sirop d'érable. Donc, c'est une histoire à suivre, oui. M. Brault. Bien oui, certain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, bien, on se revoit dans quelques secondes après notre identification. De retour avec vous. Vous avez vu notre identification. N'hésitez jamais à nous envoyer vos commentaires. Depuis son élection, surtout depuis son assermentation, le président américain plonge le monde dans une grande incertitude économique et ce n'est jamais bon. Quelles sont les conséquences pour l'économie canadienne? On les a entendues. Quelles sont les conséquences réelles sur les entreprises d'ici? Bien, pour en discuter, nous recevons M. Alexandre Bourdeau. Vous êtes directeur général de la MRC Les Moulins. Oui. Et, vous le connaissez déjà, Pierre Bertillon, président directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins. Comment allez-vous, messieurs? Très bien. Très bien. Très bien, M. Fontaine. Ça aurait été un peu plus amusant de se parler dans un autre contexte. Non, on risque de s'amuser quand même. C'est assez changeant d'une journée à l'autre. Alors, on ne sait jamais, en fait. Mais la seule chose qu'on sait, c'est le mot le plus populaire depuis le début de l'année. Tarif. Tarif. Exactement. Tarif. C'est le plus payant, ce qu'on va De façon générale, puis pour les gens, là, dites-nous, comment un tarif douanier américain, donc sur nos exportations, comment ça peut avoir de grandes conséquences sur notre économie? C'est pas nous qui va payer ces tarifs-là. Comment ça joue sur notre économie? C'est que nos produits qu'on va envoyer à l'extérieur, mais bien évidemment, ce que Trump veut faire, c'est soit faire la production directement chez eux, puis ça, depuis que son élection a été faite, puis qu'il a commencé à faire des annonces, on a vu certaines entreprises déjà déménager une partie de leur production aux États-Unis. Il le dit ouvertement. Qu'en partant, ça a un impact sur notre économie. L'autre chose, ça peut réduire les ventes qu'on va faire ici parce que les tarifs vont augmenter le coût à l'exportation. Moins compétitif. On n'est pas tout seul dans le monde. Il y a d'autres mondes qui produisent des choses. Puis l'action de tarifaire va nous toucher à nous, mais elle va toucher aussi d'autres pays. On ne va pas se le cacher. Là, Trump ne vise pas juste le Canada, d'autres parties dans le monde, mais il y a d'autres partenaires qui visent moins. Mais ces partenaires-là vont peut-être prendre le marché que nous, on avait auparavant. Quand on regarde ça là, de façon globale, là, l'Amérique du Nord a toujours travaillé ensemble, conjointement, que ce soit le Canada avec les États-Unis. Ça a toujours été notre allié, notre meilleur ami. Et selon moi, ça l'est encore. Je ne suis pas convaincu que les Américains ne sont pas amis avec nous. C'est l'administration du gouvernement auquel on a un souci, là. De beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes qui sont logées par les entreprises, là. Les gens se demandent sur quel pied danser, on fait quoi? Donc, il y a des entreprises dans la région, dont une en particulier que je connais bien, qui a cessé ses investissements locaux
temporairement en se disant, est-ce que je dois me repositionner différemment? Est-ce que je dois investir aux États-Unis puis installer une usine aux États-Unis pour justement me retrouver à subir ces tarifications-là? Ça va avoir un impact, là, en réponse à votre question, ça va avoir un impact sur la qualité ici et la qualité de vie des gens par rapport à l'économie, par rapport à toute la dynamique économique qu'on vit dans notre région. Là. Il va y avoir Parce que nos économies sont tellement liées. Ben oui, ben, tout à fait, au même titre que le Mexique. Donc, on est tellement habitués de traverser la frontière. Si on prend une pièce automobile comme les fameux différentiels. Là. Il y a un différentiel qui est construit pour une entreprise automobile qui est construit au Canada, qui traverse la frontière pour recevoir d'autres pièces, qui retraverse la frontière pour être peint, retraverse la frontière à nouveau. Alors, imaginez-vous le nombre de 25 de tarification. Ça n'a aucun sens. Alors, il y a des choses qui sont aberrantes, qui ne sont pas réalistes, qui nous font penser qu'on se doit de se calmer. Et à la Chambre, c'est ce qu'on fait avec nos membres via la cellule industrielle, où on leur dit, prenez ça doucement. Évidemment, on est dans une position, on n'est pas dans les mêmes souliers qu'eux, on comprend, mais c'est trop imprévisible actuellement, puis c'est trop fragile, il y a des choses qui vont se passer. Là. Puis il y a des gens aux États-Unis qui se réveillent actuellement puis qui se rendent compte, là, il y a plus de 55 actuellement de gens qui se disent, pas certain, on est sur la bonne voie. Là, il y a une série de tarifs, il y a une série de menaces, une série de tarifs. Là, le plus, où on a entendu le plus, où il peut y avoir beaucoup d'impact, c'est le 25 acier-aluminium. Tout à fait. Il y a une grande industrie à Terrebonne. Exact. ADF, d'ailleurs, je pense que le premier ministre y était hier. Quels peuvent être les... Et je pense que toute leur exportation est aux États-Unis. Une grande partie. Grande partie. Donc, il va y avoir des conséquences. Là. C'est pas il va y en avoir. Exact. Comment on peut aider une grande entreprise comme ça? Il y a différents programmes qui existent qui vont être par le gouvernement du Québec. Il faut comprendre que nous, notre rôle comme MRC ou comme Chambre de commerce, c'est d'épauler. C'est ça, exactement. Évidemment. Dans notre cas, on a coalisé les différents paliers de gouvernement, les différents acteurs, dont la CCM fait partie, Investissement Québec, Tech Canada, pour dire, bon, justement, qu'est-ce qui peut être disponible présentement pour nos entreprises, notamment au niveau de l'exportation. Il y a des programmes qui existent. Investissement Québec a mis en place certains programmes pour les aider au niveau des exportations. C'est sûr que tout le monde dit, bien, il faudrait diversifier. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, diversifier une exportation. Les règles du jeu des États-Unis versus celles de l'Europe sont complètement différentes. Dans certains domaines, les règles environnementales sont tellement différentes que de vouloir exporter là, c'est pas possible. Les conséquences qu'on va vivre, c'est oui, parfois, on va penser à ADF, la grande compagnie va avoir une conséquence. Ils ont vécu ça en 2018, je vous rappelle. Oui. C'est pas... on revit un peu le même film. Là, 2017, quand il est les premiers... Exactement. 2017, même affaire, exactement. Exact. Même un peu de choses. Ils ont été obligés de prendre des décisions d'affaires pour s'assurer de le garder quand même parce que c'est de la main-d'œuvre spécialisée. Exact. Mais faire essayer de travailler tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui travaille au même rythme qu'on travaillait avant. Mais il ne faut pas oublier aussi, c'est là que notre rôle joue un peu plus, nous, la MRC, les petites entreprises aussi, moyennes, ceux qui vont être des fournisseurs de ces entreprises-là, eux aussi vont être impactés et beaucoup plus. Et présentement, c'est le manque. Là. Il y a un vide présentement au niveau des programmes gouvernementaux annoncés. C'est ça. Parce que ce soit Investissement Québec, DEC Canada ou d'autres, ça commence souvent avec des subventions de 250 000 et plus. Parfois, ces petites entreprises-là, c'est beaucoup moins. On l'a vécu dans le temps des pots. Non, c'est ça, dans les pots PME. Et c'est là notre rôle, nous, comme MRC. Oui, OK. Et pourquoi qu'on coalise des gens autour de nous, comme la CCM, comme d'autres, c'est qu'eux sont connectés via leur cellule industrielle, vers d'autres, aux entrepreneurs. Nous aussi, on a des gens de chez nous qui sont là, mais plus on va être présents, comme avec les gens du développement économique des villes, présents sur le terrain, qu'on va ramener cette information-là, on va être capable de mieux agir. Mais présentement, le gros problème, c'est qu'on n'a pas les programmes encore pour pouvoir les aider, ceux-là. Et là, ça va avoir une conséquence. Si le gouvernement ne bouge pas vite, c'est les premiers qui vont tomber, c'est eux. Oui, puis c'est ce qui tarde actuellement à venir. Puis, tu sais, au niveau fédéral, là, il y a des programmes qui ont été annoncés, il y a des programmes qui ont été annoncés au niveau provincial. Au niveau fédéral, on attend toujours. Il y a des choses, qui vont venir. Ils attendent de voir la suite des choses. On s'entend qu'au Canada, actuellement, avec l'élection qui était à venir d'ici quelques jours, là, du moins l'annonce d'une élection fédérale, on va être dans les polls d'ici quelques semaines.
il y a un changement important qui se dresse. Donc, il n'y a pas de décisions actuellement qui vont se prendre à ce niveau-là, ou peut-être que ça va se prendre de façon hâtive, là. Mais on est toujours en attente. Mais sauf que les petites entreprises, il y en a plusieurs qui fournissent ces grandes entreprises-là, puis actuellement, bien, l'aide n'y est pas. Et toute l'autre portion qui est un peu plus négative et qui n'a pas rapport nécessairement avec la MRC, mais il y a des règles bureaucratiques qui sont mises en place qui fait que c'est tellement lourd pour les entreprises d'avoir accès à ces sous-là, à ces subventions-là pour les aider dans l'immédiat, qu'ils se découragent et rebroussent chemin puis disent, bien, on va s'organiser tout seul. Et des fois, ils ne réussissent pas à passer à travers. Là, je n'essaie pas d'être pessimiste, j'essaie juste de dire qu'il faut que la lourdeur administrative soit moins intense, moins lourde. Il faut aussi comprendre, puis je travaille avec mon confrère, puis il gère des fonds publics. C'est nos fonds à nous, c'est tout notre cash à nous autres, c'est tout notre argent. Donc, on n'a pas le choix d'avoir une base d'information, s'assurer que les gens à qui on prête de l'argent public, qu'on va à quelque part se faire rembourser une bonne partie de cet argent-là, à part la portion pardonnable s'il y a dans le programme, tout dépendant comment il est monté. Donc, on n'a pas le choix, mais il faut juste un équilibre là-dedans pour que les gens, parce qu'on l'a vécu en temps de pandémie où ils payaient le loyer, tout ça, les parties du loyer, ça a été difficile. Beaucoup de gens se sont Mais il y a encore des entreprises qui ont des problèmes avec ça. Oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est pas toujours facile. Puis c'est pas toujours dans la cour, soit de la MRC et tout, puis même le gouvernement qui essaie de trouver, puis je ne sais pas d'être à la défense de ces gens-là, mais c'est juste que les entreprises vivent actuellement beaucoup d'incertitudes. Ça crée de l'insécurité. Ça crée une dynamique au sein de l'équipe de production aussi, où les gens se demandent, est-ce que mon emploi est en péril? Dans une autre région, tout près de nous, il y a une usine qui s'appelle Packard, qui, elle, exporte pratiquement tout ce qu'elle produit aux États-Unis. Et là, on parle de 1200 emplois là, qui sont en jeu, là. C'est sérieux, là. Puis, et combien vont de petites entreprises vont subir les sillonnent autour de ça, parce que Packard ne produit pas tout. Donc, Alexandre a raison de dire que ces petites entreprises-là vont souffrir également. En fait, tu sais, quand on revient à la question initiale que vous posiez tantôt, bien, inévitablement, on va le ressentir. On ne le ressentira peut-être pas tout de suite, mais on va finir par le ressentir. On espère qu'il y aura quelqu'un qui va rebrousser chemin puis que ça va s'arrêter. Parce qu'on n'est pas dans une guerre tarifaire normale. C'est pas... Puis je sais même pas pourquoi on est dans une guerre tarifaire, parce que ça n'avait pas sa raison d'être. Ça a parti avec une excuse des faux motifs, là. Des faux, exactement. Fentanyl, le fentanyl, puis c'est pas ça la réalité. Mais bon, on vit avec ça. Et c'est ça. 4 ans, c'est long. Est-ce qu'une attitude comme ça, parce que là, depuis plusieurs jours... là, il parle de gestion de l'offre puis tout ça. Jusqu'où ça peut aller et jusqu'où les gouvernements peuvent agir? Ça, c'est un scénario qu'on a déjà vécu, que ce soit avec la gestion de l'offre, le bois d'œuvre. Tu sais, je vous rappelle là, que présentement, là, il y a des décisions de Cour internationale qui ont dit que les États-Unis ont mis des tarifs illégaux en lien avec nos accords qu'on a commerciaux. C'est pas la première fois qu'on parle de la gestion de l'offre. C'est pas la première fois. Mais ça, je pense que, politiquement parlant, là, il n'y a personne au Canada qui va toucher à la gestion de l'offre. Je serais très, très surpris. Même si... Tu sais, là, on fait un peu de politique fiction, là, même au niveau des conservateurs, parce qu'à un moment donné, c'est tellement prenant, ça va être tellement partie intégrante du modèle économique au niveau du Canada, du Québec. Je vois pas comment on va pouvoir aller plus loin. Moi, je pense qu'il joue c'est un gambler. Il gère ça comme une business. Exactement. Là. Il dit, là, regarde, qu'est-ce que tu vas me donner pour que j'arrête de te mettre de la pression, parce que c'est moi le plus grand, le plus gros de la cour d'école. Qu'est-ce que tu vas me donner comme bille pour que j'arrête de t'achaler? Doug Ford l'a appris à ses dépens. Je veux dire, à quel prix? Je veux dire, jusqu'à quel prix tu vas tenter de... Je pense pas qu'avec un être comme M. Trump, que c'est la bonne façon, justement, de faire de la surenchère puis de dire, ben moi, je vais te donner ça, puis moi, je vais faire ça. Puis, tu n'arriveras pas à ça dans sa tête à lui. Là. Alors, le jeu, ça n'a rien donné du tout, même qu'il a perdu des points. Moi, je vous dirais que, tu sais, en québécois, on dit, tu te couches, là, tu sais, puis c'est pas ce qu'on veut, là, devant M. Trump. On veut se tenir, mais il faut avoir une approche qui est totalement différente de ce qu'on fait actuellement, de ce que lui, il voulait. Et puis je le blâme pas, là, je veux dire, je comprends, je pense qu'on voudrait tous faire la même affaire.
Mais tu peux pas, dans une situation comme on vit là actuellement, de jouer le même jeu. Tu ne sortiras pas gagnant de ça. Ça va être une guerre qui va s'escalader. Là. Comme ça. Oui, bien, ça va s'escalader. Tu sais. C'est pour ça que l'approche qu'on a prise à la MRC, les Moulins, avec nos partenaires de développement économique, puis Pierre, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est calmons le jeu. Là. Exact. Parlons-nous. Exact. Assurons-nous d'avoir l'information. Puis ça, j'invite les entreprises qui communiquent avec la MRC, avec la Chambre de commerce, avec d'autres partenaires. S'ils ont Parce que des nous, questions, Exact. Nous, on leur offre un parcours personnalisé. On va les aider dans les démarches. Il y a plein de programmes. Là. Il y a CanExport là, qui va ouvrir le 1er avril. Ça, s'il y a des entreprises qui veulent y participer, c'est pour diversifier l'exportation, comme on parlait tout à l'heure. On va les accompagner vers ces programmes-là. On va les soutenir, mais calmons le jeu, on va être là pour eux. Mais d'un autre côté, on va toujours quand même défendre nos petites et moyennes entreprises, la MRC, pour dire là aussi, il y en a besoin de programmes. Mais il ne faut pas partir en peur. C'est le pire. Dans l'incertitude économique, C'est la peur. c'est ça qui est le plus dangereux. Il faut penser, là, on parle beaucoup à l'impact que ça va avoir dans la région des Moulins, dans la Naudière, dans le Canada, dans le Québec. On se pose la question. Et pourtant, aux États-Unis, Alexandre était aux États-Unis là, par vacances là, qui étaient déjà pré-planifiées. Là. C'est ce qui m'a rassuré. Tout à fait. Mais il reste qu'on cherche à faire de meilleurs choix, mais il était là. Et il n'en parlait pas. Là. C'est pas une nouvelle de l'heure là-bas. Là. C'est comme ça coule encore très doucement. Puis Il n'y ne a paie pas pas de souci. encore assez cher, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que on n'est pas sans reconnaître le fait que ça va avoir des dommages au niveau des Américains. Ils vont souffrir, eux aussi. Là. Oui. Parce que le 25 ils devront le payer. Et là, ce qu'on entend juste au niveau de l'acier, actuellement, des clients qui achètent de chez nous l'acier, il faut savoir qu'il y a plus de 60 du marché de l'acier et de l'aluminium qui vient d'ici, là, qui s'en va aux États-Unis. Là. Ouais. C'est beaucoup, là. Ils ne peuvent pas s'en passer, là. Alors là, tu as des entreprises aux États-Unis qui coupent, eux autres, de leur côté. Hein? Ils coupent ils coupent leurs commandes parce qu'ils doivent avancer ce 25 %-là sur les commandes qu'ils ont, puis ils n'ont pas cette liquidité-là. Là. Alors, ça crée une problématique. Là. Ça ralentit Et le j'ai marché. l'impression qu'on va devoir en reparler tous les trois parce que c'est assez intéressant. Il va y avoir des développements à tous les jours. Ça serait vraiment bien de faire un bilan un peu plus tard. Avec plaisir. Plaisir d'être Parce que c'est là. pas assez 15 minutes pour parler. Non, définitivement pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Pierre, Plaisir. Alexandre, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. C'est déjà terminé. Les sujets étaient importants parce que ce qu'on vit ici est important. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je remercie l'équipe en recherche, en régie, en studio. C'est toujours un plaisir et vous le savez, on le fait vraiment par passion et pour vous. On se revoit dans une semaine.